Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 8e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui au menu, bien évidemment un retour sur les championnats d'Afrique de judo qui se sont déroulés, qui ont pris fin donc hier à Madagascar avec une 3e place pour la sélection nationale, 6 médailles d'or dont une en or en individuel et un titre par équipe. Nos handballeurs à pied d'œuvre en Pologne pour un tournoi de préparation en prévision du mondial Kairos. Premier test, ce moment même, l'Algérie affronte la Pologne. Puis on parlera également de voile. Nos véliplanchistes se préparent à Borj El Bahri pour le rendez-vous de Tokyo 2020, mais pas que, puisqu'ils se préparent également pour les futures échéances, notamment les Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Il y aura également 2 portraits, celui du lutteur médaillé de bronze à la dernière édition de la Coupe du Monde. C'était en Serbie. Il s'agit de Abdelkarim Fargat et du cycliste Azdin Lagab qui est actuellement qualifié pour les Jeux Olympiques. Tout cela avec nos invités et notre consultant qu'on retrouve avec grand plaisir, Nordine Hani et sa belle cravate. Bonsoir. Merci pour la cravate. Donc bonsoir Mortal, bonsoir à nos invités, ouais. Bonsoir à tous les fidèles qui nous regardent tous les lundis et même à ceux qui sont de passage. Voilà, et surtout il faut suivre assidûment nos téléspectateurs, notamment sur les réseaux sociaux. Nos invités pour ce 8e numéro, Karim Laras, qui est vice-président de la Fédération algérienne de judo. Bonsoir Karim. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à nos invités, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Je vous remercie pour l'invitation. C'est notre devoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Hassan Djilali, président de la Fédération algérienne de voile, qui prépare toutes ses équipes nationales pour beaucoup de rendez-vous, on va dire, sur la scène internationale. Bonsoir Hassan. Bonsoir Mokhtar, bonsoir aux invités, bonsoir à nos téléspectateurs. J'espère qu'ils vont passer un agréable moment avec vous. Espérons, avec vos disciplines respectives. Et Nordine Hani, on va commencer déjà par, avant de parler et de revenir sur les championnats d'Afrique de judo, on va commencer par cette bonne nouvelle pour les sportifs. On en a parlé durant les 7 numéros, on va dire. La reprise de la pratique sportive en plein air donc aura lieu à partir de demain, mardi, après l'adoption d'un protocole sanitaire anti-coronavirus par le comité scientifique de suivi et de l'évaluation de la pandémie Covid-19. C'est ce qu'a indiqué hier un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports. Sont concernés par cette décision qui a été prise en coordination avec le Centre national de médecine du sport, CNMS, les activités sportives suivantes: l'athlétisme, cyclisme, tennis, aviron et canoë-kayak, voile, sport mécanique, badminton, ski et sport de montagne, sport équestre et sport traditionnel. Ben, tout d'abord, on va dire mieux vaut tard que jamais. Oui. Ça fait un moment qu'on aurait dû donc reprendre l'activité. Deuxièmement, c'est une moitié des sportifs qui sont satisfaits, puisque ceux qui sont dans les salles, ils ne verront pas de reprise, à l'image des sports de combat, des sports individuels. Je pense que salle, oui. Ça commence à peser un petit peu. Mais je pense qu'on est en train de, petit à petit, d'avancer. Il faut y aller beaucoup plus vite que ça, puisque le sportif ne peut pas s'arrêter. Et comme bon consultant qui se respecte, vous avez constaté tout à l'heure qu'il y a le cyclisme, l'athlétisme et un sport qui englobe ces 2 disciplines, ainsi que la natation, n'était pas présent. Oui, c'est le triathlon. Ça m'a étonné. Dès que j'ai lu la liste hier, j'ai vu qu'il n'y avait pas le triathlon. Donc, c'était. Je pense que c'est un oubli du ministère, mais le triathlon, c'est un sport qui se pratique à l'extérieur. On a parlé de sport qui se pratique à l'extérieur. Donc, obligatoirement, il doit être parmi ces sports-là. Je pense que la correction va se faire. Et ça a été vite rectifié. On tient à rassurer donc les triathlètes que le triathlon est concerné par ce communiqué. Commentaire, puisque la voile est concernée? Oui, on est très content que la voile déjà est concernée par cette nouvelle mesure. D'ailleurs, tous les clubs, à chaque fois, nous mortellent par des questions. Pourquoi on ne reprend pas l'activité? Alhamdulillah, aujourd'hui, ils sont tous satisfaits et Inch'Allah, ils vont commencer d'arrache-pied à travailler au niveau des clubs. Par contre, le judo, on va attendre
un Oui, petit peu. content pour les autres sports, mais j'espère qu'il y aura une décision d'ici quelques temps pour les disciplines qui se pratiquent en salle et surtout pour les arts martiaux. Ça fait plus de 6 ou 7 mois qu'il n'y a plus de pratique dans les salles. On aimerait bien que ça va reprendre. C'est compréhensible. Oui, on comprend. On arrive facilement à comprendre un petit peu que... Bien sûr, bien sûr. La santé Il faut attendre. Oui, la santé des sportifs est primordiale et prioritaire avant la reprise des entraînements. Voilà. Alors, le judo, c'est la une de ce 8e numéro. Jingle. Voilà, la une de ce 8e numéro est consacrée bien évidemment au championnat d'Afrique de judo, 41e du nom, qui se sont déroulés donc à Madagascar. L'Algérie qui termine 3e avec une moisson de 6 médailles, ça c'est en individuel, 6 médailles dont une en or, 3 en argent et 2 en bronze. Derrière l'Égypte, première place, 5 en or. 2 en argent et 2 en bronze. Le Maroc deuxième, 1 en or, 5 en argent et 2 en bronze. Déjà, premier commentaire, Monsieur Larras, sur cette moisson. Seule médaille d'or, c'est Amina Belkadi. C'est Amina Belkadi qui, pour la deuxième fois consécutive, qui a gagné le championnat d'Afrique. Bon, concernant les résultats, comparativement à la dernière année, oui, c'est vrai, on a eu moins de médailles que l'année passée, l'année d'avant, mais vu la situation sanitaire du pays, la situation des entraînements, la reprise des entraînements a été tardive. On a commencé que le mois de septembre et on a eu beaucoup de cas, comme vous le savez, beaucoup de cas positifs dans les rangs des athlètes d'équipe nationale. Pour cette raison, il y a eu ce nombre de médailles réduit par rapport aux années précédentes. Notre consultant maison ne va pas vous lâcher certainement d'une semaine. Et quand il y a des résultats donc, probants, il est là pour parler, mais également quand il y a des résultats qui sont mitigés, on va dire, entre une belle médaille d'or pour Amina Belkadi, une belle médaille d'or par équipe. Est-ce qu'on peut parler de déception à ce niveau de la compétition? Oui, je pense après ce qu'on a vu lors des précédentes éditions. Le judo algérien nous a habitués à mieux. Meilleure moisson, là on se retrouve en 3e position, le Maroc qui est en 2e position, chose qui n'avait pas l'habitude d'être. C'est vrai qu'il y a eu le Covid, mais maintenant il faut arrêter un petit peu de tout mettre sur la faute du Covid. Dès qu'on a un problème, on parle de Covid. Je pense qu'il y a d'autres facteurs et que la Fédération algérienne de judo devrait s'atteler à ça. Ça ne concerne pas uniquement le judo, c'est tout le sport algérien qui a des problèmes dans toutes les disciplines. On nous le dira peut-être pour la voile. Donc je pense qu'il faut parler sérieusement, prendre en charge vraiment l'élite. On a parlé hier, donc je suis passé avec mon ami, donc on a parlé également des subventions qui sont soit insuffisantes, soit qui arrivent en retard, donc qui ne permettent pas de faire une bonne préparation. Il y a beaucoup de facteurs, Donc je pense que c'est à la Fédération algérienne de judo de tirer son analyse, de faire son bilan. Le Covid a une grande place, mais il y a d'autres impondérables dont il faudra retenir et tirer l'attention pour que le judo reprenne la place qu'il avait avant. On devait participer, M. Larras, avec une délégation plus importante. Est-ce que c'est un des facteurs, on va dire? Oui, c'est vrai. Au début, vous comptiez lancer des jeunes dans cette compétition? Oui, pour préparer les prochaines échéances, surtout les Jeux méditerranéens Oran 2022. Mais malheureusement, vu les problèmes de finances, comme l'a si bien dit M. Hendy, on était dans l'incapacité de prendre les 18 athlètes. D'ailleurs, depuis l'installation de M. le Président et du Bureau fédéral, on a toujours participé avec 18 athlètes. Même avec les jeunes catégories, pour les championnats d'Afrique en cadet en junior, on a toujours participé avec 40 athlètes, le maximum autorisé par l'Union africaine de judo. Mais cette fois-ci, on n'a pas pu voyager ou bien prendre les 18 athlètes pour participer à ces championnats d'Afrique. Sincèrement, est-ce que parmi ceux qui ont été écartés de la liste des 18 étaient potentiellement médaillables pour ces championnats d'Afrique parmi eux? Oui, possible. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont un grand potentiel.
Je vais vous dire une chose, en 2005, il y avait un jeune dans l'équipe nationale qui a participé au championnat du monde senior au Caire. C'est Benamadi Abdelrahman qui a été vice-champion du monde senior. 2005. En 2005, ça fait 15 ans de ça. Il pouvait y avoir une surprise. Et il est toujours champion d'Algérie. Il est toujours champion d'Algérie. Il reste toujours l'un des meilleurs athlètes au niveau africain. Et le seul qualifié pour le Maroc. À cet instant-là, il est le seul qualifié. Très bien. Alors, Nordine Hanif vient de placer son commentaire. Est-ce qu'il y a un petit peu de déception au sein de la fédération ou bien vous attendiez à Oui, on s'attendait. C'était votre pronostic? Bon, nous, on s'attendait à 2-3 médailles d'or. Vous voyez, on a 4 finalistes. Il y a eu 4 finalistes, on a eu 1 médaille d'or et 3 médailles de bronze. Peut-être la déception vient de Nourim Ftahi, en moins de 73 kilos, qui est un grand champion, un grand athlète. Il est sérieux dans ses entraînements. Il y a eu une erreur d'arbitrage, c'était flagrant, vraiment flagrant, en demi-finale contre son adversaire. Oui. Sinon, c'était des résultats attendus. J'ouvre une parenthèse concernant Berqa Mohamed. C'est sa deuxième participation au championnat d'Afrique. Il a perdu en finale contre un Sénégalais qui s'entraîne en France. D'ailleurs, il s'entraîne avec Teddy Riner, le grand champion. Hier, en par équipe, il a pu gagner. C'est grâce à lui qu'on a gagné la Coupe d'Afrique en par équipe mixte. Alors, ça dépend de la forme du jour. Oui. Ça dépend de l'état de la forme de l'athlète. Avant-hier, il a perdu en finale. Contre le même athlète, le lendemain, il a battu par un Nippon spectaculaire. On va revenir au judo tout à l'heure pour parler surtout de la qualification aux Jeux Olympiques. Pour le moment, on n'en a qu'un seul. Il s'agit de Abdelrahman Benamadi. Le temps de passer à un autre sport qui fait l'actualité, le handball, en prévision du mondial Kairot. Nos handballeurs sont donc en Pologne et jouent en ce moment même face à l'équipe hôte un match de préparation, il faut le rappeler. Oui, donc notre équipe nationale qui a tardé dans sa préparation. Donc finalement, depuis le 18, elle est en Pologne. Ils se sont contentés d'entraînement, donc ça se passe très bien, tout va bien, pas de cas positifs. L'équipe est sereine. Et le premier match test, c'est en ce moment même. Ils jouent contre la Pologne A, une équipe qui a des références dans le handball mondial. Ça va être le premier grand test pour Alain Porte et ses joueurs. Donc on le saura tout à l'heure à la fin du match. Au-delà du résultat, c'est comment va évoluer cette équipe, d'autant plus qu'on a des professionnels habituels qu'on connaît, donc à l'image de Abdi, de Rodban, de Rahim et un nouveau venu, Walid Badi, oui. Donc, qui joue en pré-honneur en France, qui a voulu donc jouer avec l'équipe nationale, donc on va le voir à l'œuvre. Donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant puisqu'on n'est pas loin de ces championnats du monde qui débutent, rappelons-le, le 13 janvier au Caire. Donc ça va être un excellent test qui va permettre à Alain Porte de voir vraiment où en est l'équipe, de corriger le tir et de préparer donc le tournoi qu'ils doivent jouer juste après, donc après ces matchs amicaux. Donc un tournoi très intéressant avec le pays hôte, la Pologne, avec la Russie. Oui. Et bon, la Biélorussie, elle était programmée, mais il y a eu des problèmes de Covid, donc je pense qu'elle va se retirer ou elle s'est retirée. Il va y avoir une équipe qui va pallier, c'est peut-être la Suisse. Bon, l'Égypte, on l'a contactée, elle ne peut pas venir, elle va à Manama pour jouer des matchs là-bas. Et puis l'Égypte, je suis sûr qu'elle veut nous éviter pour l'instant. Mais il y aura quand même une équipe qui va pallier, donc ça va être quand même des matchs très intéressants pour Alain Porte et on va avoir une véritable idée sur la santé de l'équipe nationale. On va rappeler les dates de ce tournoi, donc du 27 au 29, donc 3 jours de compétition. Et pour cette double confrontation face à la Pologne, donc c'est aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, le 21 et le 23. Aujourd'hui et après-demain. Alors que le tournoi mondial, donc le championnat du monde est prévu le 14 janvier. C'est le premier match de l'Algérie, ce sera face au Maroc, un derby maghrébin, avant d'affronter respectivement le 16 l'Islande et puis le Portugal le 18 janvier. Après cette troisième place au championnat d'Afrique, on peut espérer quelque chose dans ce championnat du monde? Écoutez, on espère toujours d'abord un signe qui est révélateur, c'est qu'on se fait inviter par de grandes nations du handball, chose qui n'arrivait pas avant. On n'était pas qualifié en 2017, on n'était pas qualifié en 2019. Et vous savez comment ça se passe dans les fédérations donc, étrangères.
on invite les meilleurs. Ouais. Donc on invite, quand on était champion d'Afrique, on se faisait inviter partout. Une fois qu'on a régressé, on ne se faisait plus inviter. Donc c'est déjà une bonne chose. On se fait inviter par des équipes des fédérations étrangères. Donc on va jouer des matchs qui ont une certaine envergure, c'est une bonne chose. De bons partenaires. On a une équipe qui a montré énormément de signes encourageants en Tunisie. Elle a rivalisé avec la Tunisie, elle a rivalisé avec de grandes nations africaines. Elle a repris sa place sur le podium, chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Dommage qu'il y a eu ce Covid qui a empêché qu'il y ait un championnat. Vous savez, quand il n'y a pas de championnat, on ne peut pas vraiment voir l'état. La seule chose dont on peut avoir peur, c'est les blessures. Quand vous restez longtemps sans jouer, il y a des risques de blessures. Ben, on croise les doigts. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures. Et j'espère que le handball algérien va nous faire ressourire comme avant, quoi. Vous serez d'accord avec moi si je vous disais qu'il ne faut pas perturber cette bonne dynamique? Absolument, absolument. Donc c'est une équipe qui marche bien. Ils ont un entraîneur qui est connu comme Alain Porte, donc qui a fait déjà des résultats, que ce soit dans les équipes françaises ou en Tunisie. Il a su comment donc gérer ce groupe. Il a une bonne ambiance, c'est ça qui est très important. Vous savez, dans une équipe de sport collectif, il y a un leader, c'est l'entraîneur. Et dès que vous avez le cas de Belmadi, vous avez vu Belmadi, ce qu'il a pu faire, c'est parce que c'est son charisme, sa façon de se comporter avec les joueurs, d'être un ami en même temps, un frère, en même temps un entraîneur. Il est gentil, sévère à la fois. Donc avec Alain Porte et surtout Tahar Laban, qui est un ancien de l'équipe nationale, qui connaît les joueurs, qui connaît ce que c'est qu'une équipe nationale. Donc je pense, à mon avis, on est sur la bonne voie. On doit être tous derrière. Inch'Allah, on va être derrière cette équipe nationale. Un avis d'un enfant de Intaya. Vous n'êtes pas uniquement spécialiste de voile, mais Intaya est une ville de handball par excellence. Exactement. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été que Nordin a entraîné déjà. Voilà. D'ailleurs, j'étais un fervent supporter de l'équipe de Intaya quand il était entraîneur, dans les années 90. Garçons et filles. Hein, voilà, et je leur souhaite bonne chance. Donc souhaitez bonne chance surtout M. Karim Laras à cette équipe nationale, le deuxième sport populaire, on va dire, le handball. Bien sûr, il nous a toujours donné des satisfactions. Comme le judo. Bien sûr, mais le handball, c'est un sport très populaire en Algérie. Je me souviens de la génération des Lamjadani, des Hachmi, après la génération des années 80 et 90. Inch'Allah, il y aura un sursaut d'orgueil de notre équipe nationale. Inch'Allah, on va attendre donc avec impatience la participation algérienne à ce mondial qui sera un tremplin pour les Jeux méditerranéens qu'on attend également avec impatience, les Jeux méditerranéens. Donc, allez, la rubrique gros plan, et on se retrouve juste après. Et le gros plan aujourd'hui est consacré à une discipline de mer, le sport de voile, puisque la sélection algérienne a déjà participé à une édition des Jeux Olympiques. C'était à Rio et c'était la première fois avec 2 véliplanchistes, c'est bien cela? 2 véliplanchistes et un lasériste, lasériste. Donc voilà. 3 athlètes, c'était une première pour la voile algérienne. Voilà, c'était une première. Et là, vous vous attendez à une deuxième participation, ça sera à Tokyo. Vous étiez l'une des premières sélections nationales à entamer la préparation, puisque les conditions s'y prêtaient, en plein été. Comment se déroule la suite de la préparation? Bon, on est au 4e stage. Très bien. D'ailleurs, il se passe très bien au niveau de l'École nationale de voile à Alger-Plage. J'aimerais juste revenir sur le vécu de la sélection algérienne avec les Jeux Olympiques. La première idée de participer, c'était en 2015. Très bien. Ça fait, alors, vraiment, c'est très récent par rapport à une discipline comme la voile. Avec le nouveau système de qualification qui permettait aux Africains d'avoir un championnat d'Afrique continentale pour la qualification, c'était en 2015. Alors, on a commencé à préparer une équipe pour la qualification. C'est pour ça qu'on n'a pas assez d'expérience par rapport aux autres. Pourquoi on a attendu 2015, 2016 plutôt? Parce que les qualifications, c'était au niveau des championnats du monde, avec un ranking, comme il se fait maintenant dans les autres disciplines. Et il y avait M. Mohamed Adbi qui était président, il était le président de l'ASCON de l'Afrique. Et nous avons pu changer le système de qualification pour attribuer des places aux Africains. Ce qui nous a vraiment aidé à avoir des qualifiés pour 2016 et éventuellement pour 2020 avec déjà 2 athlètes qualifiés. La voile, est-ce que c'est un sport qui attire beaucoup de monde, beaucoup de jeunes? Oui, il attire les gens qui sont au littoral, qui vivent au littoral.
même sur les retenues d'eau et les barrages. Mais il y a beaucoup de choses à faire dans la promotion et le développement de cette discipline. Et de notre côté, vous suivre quand il s'agit de stages. Et c'est Ahmed Bouraïb, notre reporter maison, qui s'est déplacé donc à Borj El Bahri pour suivre une des journées de ce stage de préparation qui va s'achever le 24 de ce mois. Reportage et on se retrouve juste après. Rassemblés une 4e fois cette saison, nos véliplanchistes affûtent leurs armes en prévision des échéances internationales. Attention. Faisal. Deux minutes. La une, la deux, la une, 2 minutes. Une préparation intense pour atteindre le niveau escompté. التحضيرات هي جارية bien comme il faut. C'est le 4e stage اللي دخلنا فيه pour la préparation تاع les jeunes تاعنا qui sont qualifiés les Jeux Olympiques. Ça va, les athlètes ils ont une bonne forme et on travaille encore pour améliorer le niveau, Inch'Allah. Le Covid nous a un peu retardés. On manque un peu de compétition en étranger. Mais en gros, on travaille et j'essaie de donner mon maximum, Inch'Allah. Pour Hamza Boras et Amina Berrichi, qualifiés aux Jeux Olympiques, ils ne comptent pas aller à Tokyo pour faire que de la figuration. الانسان دائما يكون كما يقولوا دائما طموح في الميداليه مي ان شاء الله نسيو نديرو البوسيبل تاعنا باش نحصلوا على الميداليه ان شاء الله ولا نعملوا الكلاسمون تاعي على 2016 هذه ان شاء الله. Alors est-ce que Amina sera capable de décrocher pourquoi pas une médaille? Inch'Allah, Inch'Allah. On va faire de notre possible pour bien présenter l'Algérie, Inch'Allah. Pour les autres, l'objectif c'est or en 2022. Et le fait de se produire à domicile leur procure une plus grande motivation. Voilà, donc on est en train de se préparer pour l'événement qui est les Jeux méditerranéens qui vont se passer en 2022. Et voilà, on se prépare côté conditions physiques et côté tactique, technique, tout ce qui est travail en mer. Sur la mer, ils naviguent vers des horizons en quête de succès et de triomphe. Ouais, premier horizon, ce sont les Jeux de Tokyo. Nordine Hani, vous avez couvert les championnats d'Afrique qui se sont déroulés ici à Borj El Bahri. Et c'est à travers ces championnats d'Afrique que nous avons eu 2 qualifiés. Oui, Berrichi, donc chez les féminines, et Hamza Boras donc, chez les garçons. Donc ils ont fait un bon, c'était bien organisé. Il y avait ces championnats d'Afrique qui ont permis donc, à ces 2 athlètes de se qualifier. Mais je pense que la voile devrait se développer beaucoup plus en Algérie. On a 1200 km de côte, on a un climat qui est magnifique. Un facteur important. On a une jeunesse qui a envie de... Mais le gros problème de la voile, et je pense qu'il va être d'accord avec moi, c'est le matériel. Qui coûte cher. Coûte cher le matériel. Moi j'ai vu Hamza Boras, comment il bricole. C'est pas possible qu'à ce niveau, quelqu'un qui va faire des Jeux Olympiques, qui va faire un championnat du monde, bricole sa planche à voile. Il faut mettre les moyens si on veut de bons résultats. Ou alors laisser la planche à voile comme sport de loisir. Mais si on veut le sport de haute performance, il faut mettre les moyens. Donc je pense, ça m'a fait de la peine de voir Hamza Boras. Je pense que c'est pareil pour Berrichi et pour tous les autres. Il faut mettre les moyens, il faut qu'ils aient les meilleurs pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Parce que si vous prenez une course automobile, si vous prenez une Ferrari et vous mettez une 4 chevaux avec, il n'y a pas photo. Commentaire, M. Gilali? Oui, il a totalement raison, M. Henny, mais le plus gros problème, c'est les infrastructures. On ne trouve pas des bases nautiques qui sont dédiées exclusivement à la voile. On en a combien en Algérie? Celle de Alger-Plage. C'est tout? C'est tout. Les autres, il y a 2 ou 3 bases nautiques. Non, à Oran, non. On n'a rien à Oran. D'ailleurs, on est avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. On est sur le projet d'avoir au moins une base nautique pour les Jeux méditerranéens.
Jusqu'à présent, on n'a pas encore choisi l'assiette de terrain où on va faire les Jeux méditerranéens. Une base nautique, c'est pas un terrain de football. On arrive à faire des terrains de football, c'est rien du tout une base nautique. On peut avoir une base nautique dans chaque ville côtière. On peut en avoir une à Alger, à Oran, à Naba. On a les barrages maintenant. C'est quoi une base nautique? C'est rien du tout. Exactement. Je suis de votre avis. Et en tant que fédération, nous avons saisi le ministère de la Jeunesse et des Sports. La dernière fois, monsieur le DGS d'Alger qui nous a promis de faire tout son possible pour avoir une base sur Alger. Parce que ce n'est pas normal qu'on a la promenade des Sablettes. Il y a plusieurs glissades qui sont... Et on aimerait bien avoir... On n'a pas aménagé, donc un endroit... Voilà, non, ils sont aménagés, mais il y a une possibilité d'implanter une base nautique. Ça sera au moins un centre pour les équipes nationales, éventuellement les clubs d'Alger. Les efforts de vous en tant que fédération et de M. Hatbi qui a tant fait pour cette discipline ne suffisent pas finalement et il faut vraiment... Oui, c'est l'implication des DGS, toutes les wilayas, les DGS. Le ministère fait de son mieux, mais il y a beaucoup à faire. Là, on a réussi à qualifier 2 athlètes. En 2016, ils étaient 3. Mais au niveau classement, c'est à partir de la 30e place. Vous envisagez de faire mieux? Non, nous avons qualifié maintenant pour 2022 2 athlètes. Il y a une éventuelle qualification pour les filles et garçons sur le bateau laser. Le fait d'avoir Karassel Mali, la fille, elle s'est classée 3e. Il y a une possibilité avec le ranking et la solidarité olympique. Il y a tout un système qui nous permet peut-être de qualifier la 3e athlète, que ce soit pour les garçons et pour les filles. Alors on travaille sur ça. Inch'Allah. On était en train de parler d'infrastructure. On va parler d'une autre installation, infrastructure que vous connaissez parfaiement bien, Nordinani. C'est l'ex-ITS de Ain Tork, de Wahran, actuellement INFS. Eh bien, notre collègue de la station régionale d'Oran, à savoir Belmehdi Belmehel, s'est rapproché de cette infrastructure pour faire un reportage sur les derniers travaux en prévision des Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Le reportage est signé Belmehdi Belmehel et le commentaire est celui de Youssef Mehdi. Entre l'installation de pelouses synthétiques de 5e génération et la révision totale de la piste d'athlétisme, l'Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports a bénéficié de travaux de rénovation de plusieurs infrastructures sportives à l'approche des Jeux méditerranéens. Cet institut national a bénéficié de plusieurs travaux de réhabilitation des installations sportives telles que les terrains de handball, de basket, de volley et de tennis. Une initiative qui intervient dans le cadre des préparatifs de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Handball, basket, volley. Des travaux de réhabilitation pour la plupart finalisés. Entre salle omnisport et terrain en plein air, ces installations sportives pourront être utilisées comme site d'entraînement pour les participants aux Jeux méditerranéens. Bon, chaque projet, bon, on a un taux d'avancement théâtre. Par exemple, salle de sport, c'est bon, on a 80, 98 haka. Bon, taux d'avancement, قريب نديروا la réception provisoire. وصاد de foot, c'est bon كملنا معها اللي كانت هذه كان صاد فيها في حالة انهيار، كان فيها stagnation d'eau pluviale، ما كانش كاين دريناج. دونك on a refait هذا البروجي من جديد، عاودنا سيستم دريناج وعاودنا même tapé synthétique هذا. Bon, هذه 5e génération. Ces rénovations arrivent à point nommé pour les athlètes locaux. Pour rappel, la prochaine édition des Jeux méditerranéens se tiendra du 25 juin au 5 juillet 2022. Ce sera la 2e fois de son histoire que l'Algérie organise un événement sportif de telle envergure. Voilà, c'était un reportage signé Walid Yousfi. Voilà donc pour cette infrastructure que vous connaissez parfaitement bien, Nordinani. Vous retrouvez la même ambiance apparemment? Bah écoutez, moi j'y ai enseigné de 86 à 90, donc c'était l'ITS de Ain Tork. Je vois qu'il a beaucoup changé, il a embelli. C'était déjà quelque chose de magnifique. Vous savez qu'en 72, pour les Jeux maghrébins, avant le départ pour le Maroc, moi à l'époque j'étais en équipe nationale cadet, avant le départ pour le Maroc, toutes les disciplines se regroupaient à l'intérieur de ce Krebs. C'est vrai.
tout le monde. C'est un Krebs qui a beaucoup servi, donc il peut encore servir. On a vu, oui, tout a été retapé, tout est bien. Donc au lieu d'aller faire des stages à l'étranger, voilà des endroits pour faire des stages. Je pense que c'est une bonne chose. C'est pour ça que je vous disais que les Jeux méditerranéens vont nous permettre de développer beaucoup de choses. Donc au-delà des résultats, on va développer des infrastructures qui pourront servir la jeunesse. Par exemple, la voile pourra y aller. Il y a la mer qui est juste à côté. Ils peuvent faire leur stage là-bas au lieu d'essayer d'aller ailleurs. Par exemple, si vous allez à Alger-Plage, vous aurez le plan d'eau, mais vous n'aurez pas l'hôtel. Alors que là, vous avez la restauration, l'hébergement et la mer qui est à côté. Il y a une petite infrastructure hôtelière. Où ça? Là où est hébergé, donc, à Bout el Bahri. Oui, oui, il y a. Mais pas aussi importante que... Parce que là, il y a la salle de musculation, il y a la piste d'athlétisme, ils peuvent courir, tout. Mais c'est un centre qui est magnifique. Il y a celui-là, il y a celui de Seraidi, il y en a plusieurs. Vous pensez qu'il faut revenir vers les centres de préparation algériens? Mais bien sûr, mais qu'est-ce qui faisait, la force de ces centres? C'est l'ancien Kneps de Ben Akloun qui est devenu maintenant propriété, donc, et qui a été embelli par les militaires qui l'ont rendu encore plus beau. Il peut servir aussi, puisqu'on a toujours été aidé par le sport militaire. Donc le CNEPS peut encore servir. Vous avez celui d'Oran, celui de Constantine, vous avez celui de Seraidi, vous avez à Sétif, il y a un magnifique centre aussi. On a des centres. C'est juste la gestion, l'organisation qu'il nous faut. Utiliser les centres de préparation, Monsieur Larras, ici algérien, donc pourrait être une solution, surtout sur le plan financier, pour ne pas dépenser trop d'argent et se déplacer à l'étranger. J'irai plus loin, on pourrait même faire rentrer de l'argent, des devises au pays. Je vais vous citer un exemple, il y a un stage international qui est organisé chaque année en Espagne à Castelldefels, la banlieue barcelonaise. Il y a 1000 athlètes qui viennent du monde entier. Castelldefels n'a rien envie à une ville comme Oran. On a parlé d'Oran, si on trouve l'infrastructure nécessaire et hôtelière pour héberger ce grand nombre d'athlètes qui vont venir de l'étranger, bon, commençons par avoir des centres de préparation et commençons à inviter des nations, des équipes nationales pour préparer nos athlètes. Ça sera une très bonne chose pour le sport national. La grande RDA se préparait en Algérie. Les années 70. C'est vrai, je me souviens de Marie Takor. Avec Drechler, tous ces athlètes. Le grand champion de la Il faut revenir à ça. Je pense qu'il faut revenir à ça. Il a raison. Il parle de judo. On peut en parler dans toutes les disciplines. Il y a des pays, l'Espagne à côté de nous, qui organisent des mini-tournois tous les ans, qui leur font rentrer de l'argent. On peut faire la même chose, sinon mieux, parce qu'on a toutes les commodités voulues, et ça ne demande pas beaucoup. Le handball peut se jouer sur des places publiques, ça ne demande pas beaucoup. La même chose, nous, au niveau de l'École nationale de voile de Alger-Plage, l'année dernière, nous avons fait ramener un expert de la Fédération internationale pour homologuer le centre de Alger-Plage pour être un centre méditerranéen et pour les Africains. D'ailleurs, on est avec l'ancien président M. Atbi sur le projet et nous avons même saisi le ministère pour aboutir à ce projet et je l'espère. Comme ça, nous aurons les Africains qui vont venir, même les Européens, parce que les Arabes, les pays du Golfe, la période estivale, il fait trop chaud. Pour les Européens, ça leur aide s'ils viennent, surtout la période de l'hiver en Algérie. C'est juste un problème de gestion. Comme quoi, les idées, il y a des idées. Il faut les concrétiser. Voilà. Alors, vous deux, certainement, en tant que fédération de judo et de voile, vous suivez de très près ce qui se passe à Oran, avec les préparatifs. Déjà, concernant les travaux, sont à 85% d'avancement, concernant le village méditerranéen. En tant que judo et voile, vos sports sont concernés donc par la compétition. Comment vous suivez cette préparation? Oui, la voile déjà c'est la Méditerranée, c'est la mer, c'est la voile. Et la compétition voile, elle est très très relevée parce qu'il y a des champions olympiques avec des médailles d'or qui vont participer en nagé. D'ailleurs, on est vraiment très inquiet sur le dossier de la voile, le fait qu'on n'a pas encore
décider sur la base nautique, l'implantation de la base nautique. Ah, pour le moment, il n'y a pas de base Voilà, nautique on est sur et la 3 compétition, endroits. elle est prévue. Oui, bien sûr, elle est prévue avec la nouvelle planche EQ4 que vous avez eu l'occasion de voir sur le reportage, avec la nouvelle planche, éventuellement le laser, et c'est des athlètes qui sont médaillables aux Jeux Olympiques. Alors on est dans l'obligation d'être vraiment pointu sur notre organisation. Et là, vous partez sur un double objectif, les Jeux Olympiques de Tokyo, mais surtout sur le moyen terme, ces Jeux méditerranéens. Bien sûr, on aimerait bien déjà réussir la compétition. C'est les Jeux méditerranéens en Algérie. Une bonne organisation et éventuellement des bons résultats. Inch'Allah. Monsieur Larras, pour le judo, pour le moment, un seul qualifié. Il y aura des tournois pour espérer d'autres qualifications. Inch'Allah, on l'espère. D'ailleurs, c'est la bonne note de ces championnats d'Afrique, c'est la qualification de 5 athlètes au Master de Doha à la mi-janvier. Il y a Aslah, Ben Amadi, Nourine, voilà les Belkadi qui sont qualifiés pour pouvoir... C'est les mêmes qui étaient... Moi, Berqa Mohamed. Pour pouvoir participer au Master de Doha, il faut être classé dans le top 36, dans les meilleurs 36 dans la ranking list. Actuellement, c'est 5 athlètes qui sont qualifiés. Inch'Allah, ils vont participer au mois de janvier. Ils pourront glaner des points pour la qualification aux Jeux Olympiques. Ce sera la seule chance de qualification? Non, il reste encore. Il reste des tournois. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura une réunion entre le Bureau fédéral et la DTN pour tracer une stratégie. Il reste aussi les championnats d'Afrique au mois d'avril à Casablanca et les championnats du monde au mois de juin à Budapest. Ces athlètes ont une chance pour... Donc il ne faut rater aucun de ces rendez-vous. Exactement, il y a d'autres tournois aussi, mais on ne peut pas participer à tous les tournois. C'est en fonction de la préparation des athlètes et des moyens financiers mis à la disposition de la fédération. Notre consultant, il croit en d'autres qualifications dans l'Inhani en matière de judo? Oui, mais pas comme lui. Lui, il part de chance. Moi, il n'y a pas de chance dans le sport. Oui. Il y a les moyens. Il faut mettre les moyens à disposition des athlètes. Il leur faut des moyens. Il faut des sparring partners. Il faut qu'il y ait des tournois à l'étranger. Il faut sortir. Il faut mettre de l'argent. Il faut mettre les moyens pour que... Ils sont combien? Ils sont 5, ils parlent de 5. Une dizaine, même pas. Une équipe, vous savez combien il y a d'athlètes dans une équipe de football avec des dirigeants? C'est bien de comparer, oui. Oui, regardez, il y a une trentaine. On arrive à les faire voyager, on arrive à leur faire démarrer un championnat, on arrive à les faire jouer à l'étranger et on n'arrive pas à faire déplacer 5 athlètes qui vont représenter, qui vont faire des Jeux Olympiques. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Où on met les moyens et on demande des comptes, il faut demander des comptes après, oui. Ou alors il faut laisser et attendre, comme il le dit, attendre la chance. Mais la chance, elle tourne. Espérons qu'il y aura les deux, la chance et les moyens pour accompagner nos athlètes, nos judokas dans ce tournoi de Doha, c'est bien cela? Doha à la mi-janvier. Avec la présence des meilleurs qui figurent dans le Gotha mondial. La rubrique portrait, vous allez juste découvrir, juste après, de qui il s'agit. Voilà, donc le portrait aujourd'hui est consacré à un jeune lutteur qui a brillé lors de la dernière édition de Coupe du Monde. C'était en Serbie la semaine dernière. Une belle médaille de bronze historique dans cette spécialité, la lutte gréco-romaine. Abdelkarim Fergat, un nom à retenir. Retenez son nom, Abdelkarim Fergat. Il est tout simplement le premier médaillé de bronze algérien en Coupe du Monde de lutte associée. Un résultat historique obtenu lors de la dernière édition de Belgrade face aux Moldaves à Triumph Delano. Une victoire bien méritée pour l'enfant de la Kasbah qui a dû se surpasser pour atteindre ce niveau. نعم على كل حال حنا رانا فرحانين بزاف بهذه الميداليه العالميه اللي جابها البطل الجزائري عبد الكريم. الحمد لله احنا خدمنا وتعبنا والحمد لله ربي ما خيبناش وتعبنا ما راحش باطل الحمد لله يا ربي. 2 jours après cette belle consécration, le jeune Abdelkarim retrouve l'ambiance familiale. Rien de mieux pour partager cette joie incommensurable. الماديه والبدنيه باش نحضروا في احسن الظروف كذا. تمشي بالخير.
الحمد لله دوك راهو باطل تاع الجزائر ان شاء الله. فرح الجزائر، فرح الحومه، فرح القصبه، فرح الدنيا كاع ان شاء الله. وقرات على الشباح الله يرحمه ربح شباح، كان يحبوه بزاف. هضر معايا شباح قالوا لي ان شاء الله يخرج حاجه، باين يخرج لي حاجه. Et comment oublier celui qui croyait en lui et qui malheureusement n'est pas là pour vivre ces moments forts? Le président de la fédération algérienne Chebah Rabah qui a succombé la semaine dernière à la pandémie Covid-19. التتويج كان بسبته تما ما نغطوش على روحنا، هو وكلش هو دار كلش. انسيستا باش نروحوا نلعبوا هذيك كوب ديمو، انسيستا قال لك انولي، من بعد نلعبوا، من بعد قال لك انولي، ما قال لهم لا نلعبوها. وكما كان الحال ورحنا والنهار قبل ما نروحوا توفى ربي يرحمه. ما انوليناوهاش، قال لك لازم تروح. رحنا وتكلنا على ربي والحمد لله ما خيبناش. هذا هو ظني شغل اللي كان الحلم تاعو شوف مصارع في البوديوم عالمي. اليوم يعني احساس غريب، فرحه وفي نفس الوقت يعني نتاسفوا ونترحموا على روح رئيس الاتحاديه اللي عمل يعني فريق ما شاء الله، وعمل عمل جبار منذ يعني سنين في بالنسبه خدمه للرياضه الجزائريه بصفه عامه ورياضه المصارعه بصفه خاصه. ونشكروا كاع المدربين والطاقم الفني والطاقم الاداري وكاع المدربين، نشكرهم كاع الشعب الجزائري كاع. ونهدي هذه الهديه سوتو نهديوها لرئيس الاتحاديه ربي يرحمه، ونهديها لبابا ويما، ونهديها عمي وكاع فاميلتي فرقات وسرير، ونشكرهم كاع. والحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. Très joli portrait signé Omar Djemai et Linda Teboul. Eh bien, il a tenu à gagner cette médaille de bronze. Il a réussi à le faire, un réel exploit puisqu'il s'agit d'un exploit historique dans cette discipline, la lutte associée, spécialité lutte gréco-romaine. Et on vient de voir M. Chebah Rabah qui nous a quitté la semaine dernière. Et suite, donc, il a succombé à cette maladie, à cette pandémie Covid-19. Nous avons avec nous le président de la Fédération algérienne de voile et le vice-président de la Fédération algérienne de judo. Ce sont des amis à lui, il était l'ami de tout le monde. Certainement beaucoup de regrets de voir un de vos amis. Plus que de regrets, hein. C'est plus que de regrets, c'est un ami, c'est un confident, c'est un grand frère. Malheureusement, il nous quitte. Il n'a pas aidé uniquement la lutte, mais également les autres sports. Il a aidé tout le sport algérien sur tous les plans. Et même le comité olympique, c'était un homme disponible pour le sport algérien. Monsieur Larras. Bon, Allah yarhamou, c'est une grande perte pour le sport algérien. Il était toujours disponible. Au comité olympique, c'était l'interlocuteur des fédérations. Inch'Allah, on va mémoriser sa mémoire. On ne va pas l'oublier et encore une fois, bravo pour le résultat, le titre, la médaille de bronze mondiale. C'est un honneur pour la lutte et le sport en général. Voilà, Nordine Hani, encore une fois, on en a parlé la semaine dernière. On revient sur ces résultats historiques. Absolument. Donc je pense qu'on ne va pas revenir sur les hommages pour Rabah Chebah. Nous, on le répète, on en avait parlé de son vivant, de ce qu'il faisait. Ouais. Rabah Chebah a cru à un rêve. Il l'a réalisé, même s'il est mort avant, mais il l'a réalisé. Une journée avant, tenez-vous bien. Il l'a réalisé puisque cette médaille, c'est le travail de plusieurs années. Donc c'est Rabah qui l'a accompagné, ce jeune. C'était l'un des seuls à croire en cet athlète. Hein. Absolument, c'est un jeune qui est formidable. On a eu l'occasion hier de la voir dans l'émission Koul Riyadat. C'est un jeune très modeste. C'est un exemple pour le sport algérien. Il sort d'une famille modeste. C'est un enfant de la Casbah, vous avez vu, donc l'endroit où il habite. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi dans ce pays. C'est un petit jeune qui sans moyens. Il n'a pas les parents qui sont derrière. Il n'a que Rabah qui a été derrière lui. Et il y a son courage, son travail, ce qui montre, qui donne un exemple à tout le monde, qu'avec un jeune Algérien, donnez-lui un peu de moyens, il peut réaliser des merveilles.
Et la relation entre un athlète d'élite et une fédération, c'est important également. Exactement. Oui, il doit avoir une étroite relation entre même le président, c'est pas que la direction technique, même les présidents avec les athlètes. Il doit avoir un accompagnement, je dirais, quotidien pour qu'ils réussissent. Parce que tous nos athlètes ils sont issus des quartiers défavorisés. C'est pas. Alors, j'aimerais bien, je suis un peu ému par rapport à Barrier. Voilà. Oui, c'est fragile, M. Larras, un athlète d'élite, quand il prépare des Jeux Olympiques, un championnat du monde. Donc il faut l'accompagner, il ne faut pas le déranger. Il faut qu'il y ait tout. Oui, il faut un suivi psychologique. C'est des journées d'entraînement. Ils sont loin de leur famille pendant les stages. Il faut toujours avoir un suivi psychologique pour ces athlètes pour qu'ils ne sombrent pas. Parce qu'on a vu beaucoup d'athlètes de très haut niveau qui ont fait de très bons résultats dans les jeunes catégories. Et après, en senior, on ne les voit plus. C'est à cause de ça. Justement, en matière de déperdition, avec cette situation de crise sanitaire, certainement dans tous les sports, on a perdu beaucoup de temps, presque une année d'inactivité. Et là, ça se répercute sur les catégories à venir, donc junior, senior. Donc on va se retrouver avec 2 années minimum de déficit. Voilà, un déficit de 2 années qu'on doit cumuler, on doit trouver les solutions, même au niveau de nos clubs. Nous, au niveau de la fédération, la meilleure des solutions, c'est d'organiser des championnats arabes, des championnats d'Afrique. Comme ça, au moins, les athlètes ils gagnent des titres, un peu d'argent au niveau du ministère. Ça, c'est avec ça qu'on peut les booster pour travailler. Sinon c'est les études qui les absorbent, c'est les autres disciplines. Il faut peut-être revoir le système sport-études, Nordin. Il faut revoir toute la politique sportive. Il a parlé d'un problème qui est très important. L'argent, c'est devenu quelque chose de très important dans le sport. Dans toutes les disciplines, la plupart des athlètes, et je ne le dirai jamais assez, je me sens comme un interlocuteur auprès de tous ces athlètes qui gagnent leur vie de par le sport. On leur demande de s'entraîner 2 fois par jour, ils ne peuvent pas aller travailler ailleurs. On n'a pas fait de statut de professionnel pour les autres athlètes, mis à part le football. Je m'excuse pour le football si je reviens, mais c'est comme ça. Toujours, il y a l'exemple du football. Il faudrait arriver à réfléchir sur ces jeunes-là. Que vont-ils devenir ? Il y a une forme d'injustice, il faut le dire. Mais c'est une injustice. Il y a des athlètes qui sont pères de famille, qui vivent de ça et qui ne touchent pas de salaire. Et qui ont leurs voisins footballeurs qui roulent en grosse cylindrée. Mais ces gens-là, ils sont obligés d'aller faire. Maintenant, ils voient que ça tarde. Ils sont obligés d'aller faire un autre métier. Donc ça va être une perte pour le sport. Et pour faire le sport d'élite et avoir un métier, c'est pas évident. Voilà, donc il faut se pencher sur tous ces problèmes. Et je pense que c'est au ministère d'installer des cellules et de voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. D'abord, il faut être sur le terrain et ne pas être dans des bureaux et réfléchir à ce qui se passe en bas, parce qu'il faut avoir un vécu, il faut voir ce que vivent les athlètes, il faut voir ce que vivent les clubs, il faut voir ce que vivent les ligues, il faut voir ce que vivent les fédérations pour pouvoir apporter des solutions. On demande des solutions parce qu'il y a le terrain, il y a le technicien qui travaille sur le terrain, mais il y a l'accompagnement. Et l'accompagnement, pour pouvoir accompagner quelqu'un dans le sport, il faut avoir une seule chose, c'est la passion. Celui qui n'a pas la passion ne peut pas gérer le sport. Avant, il y avait la Sûreté nationale, le sport militaire, la protection civile qui venait au secours de ces athlètes, qui les prenaient en charge et les intégraient carrément dans leur corps. Ben oui, mais écoutez, l'exemple de Abdelkrim Fergat, il est pris en charge par le sport militaire également. Pourquoi il a réussi? C'est parce que d'un côté, il y avait le Bachbah qui a réussi, lui, il a compris, il a intégré des athlètes à lui dans le corps militaire.
Et donc, il y a un double suivi et ils ont une sécurité. Il faut revenir à ça. Le MEPS, moi j'y vais partie de le MEPS, c'était très important. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait sortir comme athlète? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? L'équipe de football de 82, elle venait d'où? Elle venait de le MEPS. Il faut revenir à ça. Il y a la Sûreté nationale. C'est des entités qui peuvent ramener énormément pour le sport algérien. Donc, il faut revenir à ces pratiques et non pas essayer de philosopher et de revenir à un sport scolaire comme on en a parlé la dernière fois avec des écoles. Non, non, il faut arrêter, il faut réfléchir sérieusement. Le sport algérien. Il faut dépasser le cadre théorique. Absolument. Au terrain. Le sport algérien, un pays où il y a une majorité de jeunes, un pays qui a un climat pareil, un climat qui a des compétences, qui sont ignorées, qui sont un peu partout, qui sont utilisées par d'autres nations. Je pense qu'on est capable, avec peu de moyens, d'être une grande nation du sport. Voilà, c'était pratiquement un coup de gueule de Nordine Hani, notre consultant aujourd'hui, comme toujours, comme chaque lundi, une belle partie. Juste pour savoir, la voile et le judo, ça ne fait pas, comme on dit chez nous, ça ne fait pas manger son homme. On ne gagne pas beaucoup à travers ces disciplines individuelles en tant qu'athlète. Si on n'est pas en équipe, si on n'est pas médaillé olympique, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Sûrement, sûrement. Mais je vais dire une chose concernant ce qu'a dit M. Henni, concernant la politique sportive. Il faut revoir la politique sportive nationale. Vous vous souvenez des années 80 avec la réforme sportive, il y avait les ASC, les ASP, les meilleurs athlètes venaient des associations sportives communales vers les associations sportives de performance. Ils étaient intégrés dans une entreprise nationale, ils avaient assuré leur avenir, ce n'est pas le cas maintenant. Maintenant, la majorité des judokas, je vais citer ces 4 ou 5 athlètes, la majorité viennent de l'intérieur du pays. Je vais parler de Belkadi Amina, il vient de Rimchi, de Tlemcen. Il est venu à Alger. Qui est pris en charge par son entraîneur. Bien sûr, et il est dans un grand club. Un grand club par Babahsen, ils ont les moyens. Je vais parler de Aslah Sonia, il est de Tizi Ouzou, un petit village au sommet de Djurdjura à Tizi Ouzou. Ben Amadi Abdelrahman, il vient de Bourj el-Kifan. C'est un grand club formateur qui a formé beaucoup de judo, qui a beaucoup donné aux équipes nationales. Pourquoi ils viennent parce qu'ils n'avaient pas les moyens dans leur club. C'est pour ça qu'ils viennent dans les grandes villes. C'est combien une prime pour un athlète d'élite en judo mensuel mensuel, c'est dans les 30 000 dinars. 30 000 dinars, ça. C'est pas beaucoup pour un athlète comparément à un joueur de football. La rubrique Olympica et on se retrouve juste après. Voilà, rubrique Olympica et surtout un zoom sur un cycliste qui a honoré l'Algérie, qui a participé aux Jeux Olympiques de Londres. C'était en 2012, Azdine Lagab, qu'on va retrouver avec grand plaisir puisqu'il est sympathique, il répond à chaque fois favorablement à nos appels et cette fois-ci, Sarah Delbel l'a suivi dans son périple. Donc un portrait signé sur ce cycliste, on ne va pas dire vétéran, mais qui a roulé sa bosse dans cette spécialité et qui réalise toujours de très très bons résultats. Il est qualifié encore une fois pour les Jeux, cette fois-ci de Tokyo. Reportage signé Sarah Delbel. Il est 9h du matin, après avoir déposé ma fille à son école. Maintenant, je me prépare pour commencer mon entraînement d'ici, dans mon quartier, devant ma maison. Donc, je vais prendre mon vélo et sortir. Il y a un peu d'embouteillage ici pour sortir de Ain Nadja, pour rejoindre la route qui mène vers Blida, vers Tabaïnat, où il y a de belles routes d'entraînement, elles sont vides, et il y a de belles montées là-bas. Donc, voilà, c'est presque tous les jours comme ça, c'est un rituel à suivre. Maintenant, vous allez me suivre pour voir l'entraînement où je m'entraîne. Une agréable balade qui nous permettra de découvrir l'histoire entre Aziz Lagab et son vélo. Mon père était le premier à pratiquer le cyclisme, puis mes oncles ont suivi derrière. Donc je vais dire que je suis un peu la deuxième génération de ma famille. Il y a mes petits cousins aussi qui s'y mettent encore.
Donc j'ai commencé en 98, je crois. J'étais tout petit, donc c'était plus pour faire du sport. Parce que quand on est petit, on aime tous faire entrer nos enfants faire du sport. Donc c'était le sport de la famille. Donc, je me suis inscrit, c'était juste pour le plaisir. Je sais pas combien, j'avais 12 ans je crois. J'avais pas d'entraînement dans mes jambes, donc j'avais reçu mon vélo une semaine auparavant. La veille de la course, mon père m'avait demandé si je me suis entraîné, je lui ai dit oui. Il m'a dit tu as fait combien? Je lui ai dit non, je suis parti jusqu'au marché et je suis revenu, ça a fait je crois 500 mètres. Il m'a dit c'est pas comme ça qu'on s'entraîne. Ouais, mais bon, je me suis présenté à la ligne de départ sans grande ambition, donc pour apprendre. J'étais lâché dès les premiers kilomètres, je crois, mais j'ai réussi à finir la course. C'est la première chose que mon père m'avait appris parce que c'était aussi mon entraîneur. Des fois, des petites courses qui représentent beaucoup pour moi sont plus importantes que les plus grandes victoires où c'est des victoires internationales, mais surtout où il y a la présence de la famille. La première qui me vient en esprit, c'était en 2011 où j'ai remporté le Tour d'Algérie sur les hauteurs de Chréa, où il y avait mon père et toute la famille qui m'attendaient là-bas avec une immense pression sur moi parce qu'il y avait les meilleurs coureurs africains cette année-là. Ils se battaient tous pour les points pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Et c'était là que j'avais confirmé ma qualification aux Jeux Olympiques de 2012. Donc pour moi, ça reste un très grand souvenir, oui. Lors de ma saison 2011, j'avais marqué beaucoup de points. Je me suis classé 3e sur le continent africain et ça m'a donné un billet pour les Jeux Olympiques de Londres. Et malheureusement, la préparation n'a pas bien suivi, donc je n'ai pas pu bien terminer la course. C'était une bonne expérience. Après, il y avait les Jeux de 2016 où j'étais sélectionné. Mais j'avais participé à la qualification aussi parce que c'est toute l'équipe qui marque des points pendant toute l'année. Premier athlète algérien à se qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo, ce coureur rêve de réaliser un résultat positif avant de mettre fin à sa carrière. J'ai tout misé sur le championnat d'Afrique de 2019 en Éthiopie et là on avait raté le vol à cause des dossiers administratifs. Donc ils nous ont dit c'est trop tard, on ne va pas y participer. Mais j'ai insisté avec les responsables et au final on est parti, on a participé. On avait 3 courses mais on a participé aux 2 dernières. Sur la course en ligne, j'ai réussi à faire 2e, c'est ce qui signifiait d'être qualifié d'office aux Jeux Olympiques. L'objectif pour cette année, si objectif il y en a parce que c'est tracé, il y a plusieurs courses en Turquie en mois de février, il y a aussi le Tour du Rwanda et après ça il y a les championnats d'Afrique en Égypte en mois de mars. Donc c'est le premier grand objectif de la saison. J'espère d'ici là qu'il n'y aura pas d'annulation. Sinon le plus grand objectif c'est de bien se présenter aux Jeux Olympiques. J'ai rien tracé du tout, je m'entraîne au jour le jour, d'après les sensations et la motivation surtout. Et comme tous les cyclistes algériens, Azdel Lagab est confronté à un réel danger, à savoir l'absence des mesures de sécurité sur nos routes. Il n'y a que le cyclisme qui n'a jamais eu d'infrastructure. Il y a deux pistes parce qu'il y a une autre discipline qu'on appelle la piste. Il y a celle du 20 août et de Annaba, mais elles sont très vieilles, elles datent de l'époque coloniale. Mais depuis là, ils ont rien construit pour le cyclisme. J'espère vraiment qu'ils vont faire un effort pour... Il y a eu un projet à Mascara d'en construire une, mais le projet s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Parce que
Maintenant, avec les routes, c'est difficile de former une petite génération sur nos routes maintenant qui sont devenues dangereuses. Donc, il faut vraiment penser à faire des petits parcs pour les petits et pourquoi pas construire un vélodrome olympique. Étant petit, je ne me voyais pas faire une aussi longue carrière. Mais maintenant, avec le recul, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance d'en faire une profession. Donc je m'estime heureux d'avoir fait ce que j'aimais et pratiquer ma passion comme j'ai pu le faire. Voilà, modèle de réussite, Azdine Lagab, et bravo pour ce reportage signé Sarah Derbal. On vient de l'entendre, Nordine Hani, surtout il est en train de parler des dangers sur nos routes, absence totale des mesures de sécurité. Donc on a eu déjà des cas de décès en pleine route, en plein entraînement. Et je pense qu'il a tout résumé et il est en train de rejoindre tout ce qu'on était en train de dire, donc donner les moyens aux athlètes. Là, c'est du cyclisme. Courir sur une route qui n'est pas cyclable, c'est dangereux, on le voit. Il y a eu beaucoup d'accidents ont été relevés, même si on n'en parle pas, mais ça a existé, donc c'est quelque chose de très important. Il l'a dit, le cyclisme a eu de grands champions, il faut le dire, depuis les Zahaf et j'en passe. Donc il faut un petit peu penser aussi à cette discipline. Et puis il y a une phrase que j'ai retenue où il dit « je n'ai rien tracé ». Je travaille comme ça. Donc ça montre un petit peu. Donc il est qualifié pour les Jeux Olympiques grâce à son organisation personnelle. Donc c'est un travail personnel. Normalement, il ne devrait pas, lui, il devrait être là pour pédaler, pour travailler. Et c'est les gens qui tracent pour lui. Mais comme les traceurs n'existent pas, c'est lui qui trace. Et ça donne comme résultat, il peut y avoir un déficit en matière de préparation pour les Jeux Olympiques. Mais je vous ai dit, on en a parlé, et il en a parlé sur la rage, je vous l'ai dit, on n'a pas, depuis longtemps, on n'a pas de politique sportive. Il y a eu la réforme qui a donné ses fruits, ensuite on a été obligé de l'arrêter par rapport à des considérations qui peut-être existaient, mais on n'a pas trouvé une solution de rechange. Et on a laissé le sport y aller, et on attend donc des petits Abdelkarim Fergat, où on attend des petits jeunes qui vont nous ramener des résultats, et on applaudit, on est content d'avoir des champions du monde, d'avoir des qualifiés aux Jeux Olympiques. C'est grâce à la volonté de certains. Alors imaginez si on avait une vraie politique sportive, ce que ce pays peut donner. D'après vous, on n'a pas su s'adapter à ce qui se fait de mieux sur le plan mondial? Écoutez, il y a eu beaucoup d'instabilité. On n'a pas voulu? Non, c'est pas qu'on n'a pas voulu, il y a eu beaucoup d'instabilité au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, il faut le dire, beaucoup de ministres sont passés, personne n'a pu réaliser un plan. On n'a jamais opté pour travailler dans la continuité? Absolument, et au-delà des ministres, puisque eux, c'est la politique qu'ils font, on n'a pas eu des cadres au MJS qui ont pu donner des idées, vraiment des idées, et les véritables compétences n'ont pas été utilisées. Et les techniciens qui ont eu les mains liées, il faut le dire. Ils ont eu les mains liées, ils ont eu la bouche cousue, ils ont eu beaucoup de choses. Donc je pense qu'il faut s'asseoir à une table et discuter. Je le dis et je le répète, l'Algérie peut être une grande nation sportive, mais il faut écouter les gens qui ont été sur le terrain et non pas ceux qui sont derrière des bureaux. On s'arrêtera sur ce message de Nordine Hani. On ne s'arrêtera pas de parler. On est chaque lundi ici pour pointer du doigt ce qui ne va pas. C'est pour le bien. C'est pour le bien du sport algérien, bien évidemment. Espérons de grands résultats, malgré l'absence d'une stratégie à long terme, on va dire. Hassan Djilali. Oui, il a tout résumé, monsieur Hani. On doit avoir une projection sur plusieurs années. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire une stratégie de travail. On doit avoir un plan pluriannuel pour... Minimum 10 ans. Minimum, peut-être un peu plus. Un peu plus, pour réaliser les résultats escomptés.
Karim? Oui, je suis d'accord, on a déjà parlé hier de ça. On aurait dû aujourd'hui parler pas de qualification. Oui, c'est le mot. Oui, je l'ai dit d'ailleurs. On aurait dû parler de nombre de médailles qu'on pourrait gagner à Tokyo, pas de qualification. Si on avait les moyens avant, si on avait tracé ça avant, comme l'a si bien dit M. Henny, on aurait dû parler de nombre de médailles qu'on pourrait gagner au mois de juillet 2021. Mais c'est le langage réel des techniciens. Oui, je le sais. Quand ils partent, c'est minimum 5 ans. Ouais. Et on parle maintenant, on devrait parler de Paris 2024 et de Los Angeles 2028. Quand on parle de Moussa, quand on parle de Mabet on ne devrait pas parler de résultats aussi mitigés. C'est des gens qu'on donnait pour le judo. Normalement, le judo, c'est comme vous le dites, maintenant on parle de médailles. Pas essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Ça, c'était 10 ans après l'indépendance. Maintenant, à la mémoire de cela, donc de ces gens-là qu'on donnait au judo algérien, et on a quand même un Mohamed Merija qui est au niveau des instances internationales. Donc le judo, c'est pas n'importe quoi le judo. Le nombre de salles qu'il y a en Algérie de judo, chaque coin de rue, il y a une salle de judo. Exactement. Bon, en 1975, on a eu 4 médailles d'or aux Jeux méditerranéens à Alger. En 2022, normalement, une seule discipline devrait avoir gagné 4 médailles. Je me souviens de l'équipe nationale de football de Bâle. C'est bien de donner ce chiffre. 4 médailles d'or. 4 médailles d'or, il y a eu l'équipe nationale de football. Et le Bouala Marhoui en 3000 mètres steeple, les 2 boxeurs, si je me souviens bien. Le judo en première position. Non, en 75. Non, on a eu une médaille de bronze, c'est le regretté Belhimer Mohamed. Donc une seule médaille. Une seule médaille en 75. Le nombre total des médailles d'or dans toutes les disciplines, c'était 4 médailles d'or. 4 médailles d'or. Merci Karim. Je vous en prie. Merci et bonne chance. Merci Hassan Djilali. Merci pour l'invitation. Voilà, à la prochaine, Inch'Allah. On vous souhaite bonne chance. Nordine Hani, on se retrouve lundi prochain. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2. Merci à Amal Bembatouche. Merci à donc, Youssef. Voilà, Youssef, notre ami script qui nous aide beaucoup. Et donc, on se retrouve lundi prochain. Youssef Fissad, voilà, j'y arrive. Lundi prochain pour le 9e numéro.